Les médias traditionnels refusent de couvrir les atrocités en Iran alors que la République islamique pourrait vraiment tomber. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur que l'histoire de l'Iran révèle tout ce qu'ils essaient de nous cacher. Et quand les médias essaient de vous cacher quelque chose, vous savez que c'est vraiment important. Cela fait 2 semaines. Les Iraniens se révoltent massivement. C'est sans doute l'histoire la plus importante du Moyen-Orient qui concerne non seulement les Israéliens, mais le monde entier. Et pourtant, toujours silence radio. Nous sommes donc ici pour vous raconter une histoire qu'ils tentent d'enterrer. C'est l'émission Miyaike sur JNS Télévision. Plongeons directement dans le sujet. Comme toujours, notre histoire commence il y a longtemps, dans les années 1920 pour être précise. La toute nouvelle Union soviétique, dirigée par Lénine, regarde vers l'Iran et comprend que celui qui contrôle l'Iran contrôle le pont entre l'Est et l'Ouest. Et surtout, les routes commerciales clés et les réserves de pétrole émergentes. Comme il veut étendre son empire et conquérir le monde, il porte son regard sur ce pays sans méfiance. Mais il y a un problème. Le marxisme pur et sans Dieu n'est pas vraiment facile à vendre dans une société islamique profondément religieuse. Les Soviétiques ont développé la stratégie de l'Alliance rouge-noire, aujourd'hui appelée Alliance rouge-vert, pour résoudre ce problème. Mais alors, les rouges sont les marxistes laïcs qui veulent renverser l'ordre mondial impérialiste, puisque la définition de l'impérialisme est le maintien et l'extension du pouvoir sur des nations étrangères. L'ironie de tout cela ne nous échappe pas, mais Lénine a une vision, transformer le monde en un lieu socialiste et sans classe. Il apporte cette idéologie en Iran en s'adressant à la partie de la population qui se sent victime, qui veut l'égalité avant tout. Les Noirs ou les Verts sont les extrémistes musulmans déjà présents en Iran. Ce sont les chefs religieux traditionnels qui sentent que leur mode de vie est effacé par la culture occidentale. Le retour de l'islam à sa gloire est leur mission de toute une vie, et pour cela, ils doivent conquérir les infidèles et les traîtres. Principalement l'Occident, eux, les rouges et les verts, sont des ennemis naturels, mais malheureusement pour nous, ils partagent une haine commune. L'influence des Occidentaux américains. Ils acceptent un mariage de convenance. Les marxistes apporteraient la théorie révolutionnaire et la force organisationnelle, les chefs religieux apporteraient l'âme. Ensemble, ils entament un processus de perméation idéologique qui durera des décennies. Lentement, ils insèrent l'idée dans l'esprit iranien que le pays est malade et qu'une révolution radicale anti-occidentale seule pourrait le guérir. On dit que la révolution de 1979 est arrivée soudainement, mais en fait, cela existait déjà dans les années 1970. Ce lent conditionnement idéologique a créé deux versions opposées de l'Iran, désormais en conflit, personnifiées par deux hommes qui ne pouvaient pas être plus différents et qui se considèrent comme des ennemis existentiels. Le premier homme est le Shah, le dirigeant. L'empereur d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, ne voulait pas seulement être un roi, il se voyait comme un président-directeur général visionnaire. Un homme chargé de faire passer l'Iran de son passé féodal au rang de superpuissance mondiale. Pour le monde extérieur, il était l'ultime modernisateur, un monarque laïque anglophone qui considérait Washington comme son étoile du Nord et portait les costumes sur mesure d'un dirigeant occidental. Il observait la carte de son pays et voyait un potentiel inexploité, qui pourrait, avec assez de pétrole, d'argent et de volonté, rivaliser avec les géants industriels d'Allemagne de l'Ouest, du Japon ou de l'Amérique. En 1963, il lance ce qu'il appelle la Révolution blanche, un vaste projet social mené d'en haut, conçu pour contourner les élites traditionnelles et transformer le tissu même de la vie iranienne. Il redistribue les terres des grands propriétaires aux paysans pour remplacer l'ancien lien de maître par une classe de consommateurs modernes. Il mobilise la jeunesse, créant un corps littéraire et un corps de santé pour aller dans les villages les plus reculés, enseigner la lecture aux enfants et fournir une médecine moderne. Vous voyez, à ce moment-là, tant d'Iraniens sont même analphabètes. Pour les femmes d'Iran, il impose des changements radicaux, leur accordant le droit de vote et adoptant la loi sur la protection de la famille, qui limite la polygamie et donne aux femmes des droits légaux pour divorcer. Dans les villes, sa vision se manifeste par une explosion industrielle étincelante. L'Iran produit désormais ses propres voitures, son acier et envisage un avenir basé sur l'énergie nucléaire. Oui, il pose les bases nucléaires que nous connaissons aujourd'hui, mais pas du tout de la manière à laquelle nous nous attendions. Maintenant, alors que les gratte-ciels s'élèvent et que les mini-jupes apparaissent dans les rues d'Iran,
un fossé profond et dangereux commence à se creuser. Le Shah a confondu occidentalisation et modernisation, pensant que si son peuple avait une apparence occidentale et savait lire, il penserait comme un occidental. Il vivait dans un palais étincelant entouré d'une élite urbaine qui célébrait la cuisine française et le cinéma américain. Pendant ce temps, les commerçants traditionnels et les pauvres des zones rurales avaient l'impression de vivre sous une occupation culturelle étrangère. Pendant que le Tcha organise le mariage du siècle ou accueille des milliers de dirigeants mondiaux à Persépolis pour célébrer 2500 ans d'histoire perse, le cœur religieux du pays voit un roi qui a été intoxiqué par l'Occident, un dirigeant infecté par un virus étranger qui ronge l'âme islamique et profondément religieuse de l'Iran. Le principal aveuglement du Shah était de croire que ses grands objectifs justifiaient l'absence totale de liberté politique. C'était un dictateur technocrate, un monarque qui s'appuyait sur sa police secrète tristement célèbre, la SAVAK, pour faire taire toutes les voix qui ne correspondaient pas à son discours de progrès. En interdisant les partis et imposant une organisation unique d'État, il a involontairement bloqué tout débat légitime, ne laissant au peuple qu'un lieu sûr pour se réunir et s'exprimer, la mosquée. Les personnes qui s'opposaient à ses opinions, qui étaient censées lui donner des conseils, avaient peur de le faire et restaient silencieuses. Et donc, il avance, en supposant qu'en donnant aux gens une voiture et le droit de vote, ils sauraient quoi en faire. Ils oublieraient qu'il leur a retiré leur liberté et leur voix religieuse. À la fin des années 1970, les villes accueillent de nombreux migrants ruraux, contraints de quitter leur vie traditionnelle sans réussir à s'intégrer à la grande civilisation. Ils vivent dans l'ombre de ces gratte-ciel, observant la richesse de l'élite avec une rage silencieuse grandissante, attendant que quelqu'un leur dise que leur colère est sacrée et justifiée. Et c'est là qu'entre en scène Khomeini, vous voyez, son parcours ne commence pas dans un palais, mais débute dans un environnement religieux austère d'une petite ville appelée Khomein. Né en 1902, il a grandi sans protection de l'État après l'assassinat de son père alors qu'il était bébé. Un traumatisme qui a nourri chez lui la conviction, tout au long de sa vie, que seule une forte loi divine pouvait garantir la véritable justice. Tandis que la famille du Shah construit sa dynastie militaire, Khomeini progresse dans les séminaires religieux à Qom et devient maître du droit islamique. Mais il est aussi philosophe et mystique, une rare combinaison qui lui donne une gravité intellectuelle unique parmi les religieux. Son passage d'érudit discret à révolutionnaire politique vient d'un profond rejet de la modernisation occidentale par la dynastie Pahlavi. Khomeini considère les réformes du Shah non comme un progrès, mais comme un empoisonnement culturel qu'il nomme intoxication occidentale. Pour lui, le Shah n'est pas seulement un mauvais dirigeant, c'est une marionnette satanique qui échange l'âme islamique de l'Iran contre le pétrole américain. L'argent et les mini-jupes, il dévoile les cheveux des femmes et leur accorde des droits. Tout cela va à l'encontre de ses convictions islamiques. Khomeini devient un nom connu de tous en 1963 lorsqu'il ose lancer une attaque publique cinglante contre la révolution blanche du Shah, ce qui conduit à son arrestation puis, finalement, à son exil. Pendant 15 ans, il vit en Turquie, en Irak puis en France, mais sa voix reste en Iran. Il utilise la technologie moderne des cassettes pour faire passer clandestinement ses sermons dans le pays, transformant les mosquées en cellules de résistance. Le peuple suit Khomeini pour son authenticité incorruptible, absente chez le Shah milliardaire et flamboyant. Il vivait dans une maison simple avec des sols nus et mangeait des repas basiques, projetant l'image d'un homme qui ne se souciait que des opprimés plutôt que de l'élite. Cependant, Khomeini est aussi une brillante stratège politique. Il comprend que, pour gagner, il doit s'adresser à plus que seulement les religieux fanatiques. Il adopte le langage révolutionnaire des marxistes, parlant de lutte des classes et d'anti-impérialisme. Le fait qu'il soit injuste qu'il n'y ait pas d'argent et que la richesse doive être redistribuée lui permet de créer une alliance contre nature avec la gauche laïque. Une curieuse association, à mon avis. Durant son passage à Paris, il incarne ce démocrate bienveillant, jouant le rôle que nous connaissons. Tous les islamistes font cela, promettant que le nouvel Iran serait un pays pluraliste et populaire, ce qui a amené de nombreux Iraniens laïcs à croire qu'il ne serait qu'une simple figure spirituelle. Il dissimule ses plans d'islamisation sous le prétexte que tout cela concerne en réalité la démocratie et le peuple, un mensonge avec lequel, malheureusement, nous sommes devenus incroyablement familiers.
Le dernier acte de sa vie commence en 1979 lorsque la révolution atteint son paroxysme. Il retourne en Iran et reçoit un accueil de héros de la part de millions de personnes. Ce piège qu'il a soigneusement préparé pendant des décennies, celui de se présenter comme le véritable chef du peuple, se referme enfin une fois que le Shah est parti, exilé. La personnalité démocratique qu'il avait adoptée à Paris disparaît soudainement. Cette personnalité, amie des marxistes pour rétablir la démocratie en Iran, disparaît mystérieusement. Tout cela n'était qu'une façade pour islamiser. Et oui, vous avez deviné, les premières personnes qu'il décide d'exécuter sont les marxistes, ces idiots utiles. Privé du soutien occidental, le Shah savait que l'idéologie communiste laïque menaçait aussi sa vision de la domination de la charia. Khomeini cherche à atteindre un niveau de contrôle absolu que même le Shah n'a jamais possédé, en éliminant les marxistes. Il n'a pas seulement éliminé son rival politique, il a aussi supprimé toute idéologie pouvant offrir une alternative laïque à la charia. Les universités, jadis centres de pensée socialiste et occidentale, ferment 2 ans puis rouvrent comme usines. Pour l'esprit révolutionnaire, sous la surveillance des religieux, qui veillent à ce que chaque manuel et chaque cours servent l'État, c'est-à-dire l'islam radical. Le feu révolutionnaire allumé par Khomeini était personnel, nourri par son magnétisme unique et son autorité religieuse. À sa mort en 1989, la République islamique doit affronter une question majeure. Comment un régime dirigé par Dieu survit-il sans son unique lien avec le divin? Et la réponse réside dans une manœuvre politique calculée et désespérée. L'homme désigné pour lui succéder, Ali Khamenei, était un religieux de rang moyen sans le grade requis par la Constitution pour être guide suprême. Le régime, tel une prise de contrôle, change brusquement les règles, élève l'un des siens et le nomme nouveau porte-parole de Dieu. Khamenei, dépourvu du charisme et de l'influence religieuse de Khomeini, ne pouvait s'imposer uniquement par la foi. Il signe alors un pacte de protection avec le corps des gardiens de la révolution islamique, corps des gardiens de la révolution islamique. Sous son règne, les gardiens sont transformés d'un simple groupe paramilitaire en un État dans l'État. Une pieuvre militaire et économique qui avale les industries pétrolières, télécoms et bâtiments du pays. Ils deviennent la colonne vertébrale du régime, un dieu loyal qui fait respecter la loi par la peur institutionnalisée et une surveillance systématique. Mais Khomeini et le corps des gardiens de la révolution islamique savent que la révolution doit dépasser les frontières de l'Iran pour survivre, sinon elle disparaîtra. Pour eux, le Moyen-Orient est un échiquier où le grand Satan, l'Occident et ses alliés renforcent leur emprise. Ils choisissent une défense offensive et agressive. Petit rappel, ils avaient promis que l'islam dominerait et transformerait le monde, mais cela ne subsiste réellement qu'en Iran. C'est la naissance de l'axe de la résistance que nous connaissons si bien aujourd'hui. Ils ne veulent pas seulement un Iran islamique, ils veulent une région islamique. Sous leur influence, ils étendent leurs tentacules sur la carte, débutant avec la création du Hezbollah au Liban dans les années 1980, modèle pour tous les groupes mandataires ultérieurs. Ils ont exporté leur forme de militantisme auprès des Houthis au Yémen, des milices en Irak et sur les champs de bataille de Syrie. Ces groupes ne sont pas de simples alliés, mais des extensions du système nerveux du corps des gardiens de la révolution islamique, créés pour affaiblir l'Occident et Israël. Loin des rues d'Iran, le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, leur seule connexion avec l'Iran est ce que nous savons maintenant être vrai. Mais à l'époque, ce n'était pas si évident. En janvier 2026, ces tentacules sont devenus la principale force du régime et, à bien des égards, un lourd fardeau. Cette expansion régionale non seulement paralyse le pays économiquement, mais elle était censée protéger la République et a plutôt conduit à la guerre dévastatrice de 12 jours de juin 2025 où les États-Unis et Israël ont finalement réussi à frapper au cœur de la République islamique et à neutraliser leurs infrastructures nucléaires et balistiques. Aujourd'hui, l'économie que les gardiens monopolisent est en plein effondrement. Et le vieillissant Khamenei, l'homme qui a passé près de 40 ans à vivre dans l'ombre de Khomeini, préside une nation qui rejette enfin cette armure qu'il a construite. Il le voit pour ce qu'il est, une façon de retirer au peuple iranien son pouvoir au lieu de le transformer réellement en superpuissance. À l'international, l'histoire se répète. Les tentacules comme Hezbollah, Hamas, Houthis sont coupés à l'étranger. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, les enfants des personnes que Khomeini a purgées dans les années 1980 sont maintenant de retour dans les rues, n'ayant plus peur d'un porte-parole de Dieu.
ils ne reconnaissent plus. Khomeini s'est fondamentalement trompé dans ses calculs. Regardez, il n'a pas compris que un régime fondé sur l'idéologie et la peur ne peut pousser une population que jusqu'à un certain point, avant qu'elle ne décide qu'elle a atteint sa limite. Manquer d'eau, de nourriture, d'économie et de liberté finit par vous pousser à bout, surtout pour une cause à laquelle vous ne croyez pas. Parce que la plupart des Iraniens ne croient pas en l'islam, ne soutiennent pas cette idée d'impérialisme musulman. Ils en ont assez. Ce sont des Perses, avec une autre religion, occupés depuis des années. Pendant des décennies, il a favorisé l'expansion régionale de l'Iran en finançant des groupes alliés du Yémen au Liban, laissant le peuple iranien affamé. Il pensait qu'un faux zèle révolutionnaire pouvait remplacer le pain, la dignité et les droits humains, mais il s'est trompé. Le tournant a eu lieu en juin 2025, quand les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Marteau de minuit, détruisant chirurgicalement les principales installations nucléaires du régime. Au-delà du fait que cela les a tellement retardés sur le plan militaire, ce qui s'est vraiment passé ici, c'est que les Iraniens ont vu l'invincibilité de l'État dirigé par Dieu disparaître, en quelque sorte, sous leurs yeux depuis les toits. Ils ont vu une faiblesse qu'aucune propagande ne pouvait dissimuler. L'État était simplement cruel, mais c'était plus que cela. Il était physiquement vulnérable, et cela a déclenché un compte à rebours dans leur esprit. C'est pourquoi le soulèvement de janvier 2026 que nous vivons est fondamentalement différent de tout ce que nous avons connu. Le peuple ne supplie plus pour de simples réformes mineures. Il brûle les mosquées, les symboles même de leurs 47 ans d'occupation, ils changent les drapeaux, ils résistent. Ils réclament ouvertement le retour de Reza Pahlavi, fils du Shah. Pour la première fois en près de 50 ans, ils ont le soutien clair d'une administration américaine prête à intervenir pour leur libération. C'est une période excitante et effrayante. Cependant, si cette histoire vous semble étrangement familière, c'est parce que le même schéma qui a brisé l'Iran à l'époque, en 1979, est actuellement déployé contre l'Occident, l'alliance rouge-verte que Khomeini a perfectionnée. Un mariage de convenance entre les islamistes radicaux et l'extrême gauche laïque, qui finit simplement par être l'extrême gauche. L'utilisation par les islamistes se voit aujourd'hui chez les frères musulmans, qui emploient une terminologie socialiste pour radicaliser les jeunes et s'allient à des mouvements normalement adverses pour infiltrer en profondeur les institutions occidentales. Nous voyons les conséquences en temps réel. Les Émirats arabes unis ont pris la mesure sans précédent de supprimer les bourses d'État pour les étudiants au Royaume-Uni. En invoquant la réalité indéniable que les campus britanniques sont devenus des foyers de radicalisation. Les Émirats arabes unis voient le système à l'œuvre, le même système qui a détruit l'Iran, et ils en sont terrifiés. C'est un système menant à une réalité incomprise par l'Occident. Retour des décapitations, pendaison publique et ruine économique totale, qui s'ensuit lorsque la loi de la charia remplace la démocratie et la liberté. Cela nous amène alors à la question que nous posons depuis le début de cet épisode. Pourquoi les médias occidentaux ignorent-ils complètement cette histoire? Si vous demandez à un Iranien manifestant aujourd'hui, il dira qu'il lutte contre la force d'occupation appelée République islamique. Il voit les États-Unis et Israël comme leurs seuls alliés pour mettre fin à l'occupation. Dans une vidéo virale qui a bouleversé le monde, une femme âgée, le visage couvert de sang, lève les poings et crie « Je n'ai pas peur, je suis déjà morte depuis 47 ans ». Ces paroles sont une accusation directe contre le régime, mais elles sont ignorées parce qu'elles brisent le récit oppresseur contre oppressé que les médias nous imposent depuis 20 ans. La reconnaître reviendrait à admettre que le cadre moral paresseux des médias est un mensonge. Le silence des médias est une mesure de protection pour une vision du monde qui a échoué. Alors que le New York Times consacre ses premières pages aux querelles politiques et à la diabolisation d'Israël, ils enterrent l'histoire d'une coupure totale d'Internet de 72 heures en Iran. Cela ne se trouve qu'à la page 10. Ces institutions ont passé des années à blanchir l'image de l'islam politique et à tomber dans le piège marxiste qui considère une idéologie dangereuse comme une identité raciale protégée, en ignorant les faits que les Iraniens crient sur tous les toits, à savoir que l'ennemi est l'islamisation elle-même. Les médias ne font pas que faire preuve de négligence. Ils soutiennent activement un régime terroriste qui dépend de l'obscurité pour survivre, une obscurité que nos médias leur fournissent en n'en parlant pas. Bonne nouvelle, les temps changent. Cette révolution persiste, portée par l'instinct de survie. Aucun retour en arrière n'est possible.
Les Iraniens doivent continuer à protester jusqu'à la chute des gardiens de la révolution, car sinon, ils risquent une exécution de masse. Alors que les médias restent silencieux, des plateformes de réseaux sociaux comme X nous montrent directement le courage de notre peuple iranien sur nos écrans. Même sans soldats américains sur place, ne vous y trompez pas, le régime est démantelé de l'intérieur. Nous savons que les États-Unis ont promis d'intervenir, mais intervenir ne signifie pas envoyer des troupes à la guerre. Cela peut aussi signifier démanteler les infrastructures de pouvoir qui entourent Khomeini et qui lui apportent son soutien et son appui. Et bien sûr, il n'y a pas que l'Amérique qui intervient. Israël, avec son Mossad, serait déjà actif, surveillant chacun des mouvements de Khomeini et dirigeant les manifestants vers des sites terroristes clés pour les aider à se mobiliser et à démanteler l'infrastructure. Mais à la fin de la journée, cette victoire appartient au peuple iranien, et ce sont eux qui devront renverser ce régime de terreur. C'est pourquoi le soutien de figures extérieures est crucial. Des groupes comme le groupe Cyrus ont passé des années à préparer l'infrastructure pour la transition du pouvoir. Prêts à accueillir le fils exilé du Shah pour diriger une nation enfin prête à respirer? Pourquoi est-ce important? Nous savons qu'une révolution et l'arrivée d'une nouvelle direction peuvent souvent être chaotiques, sanglantes et complexes. Et nous espérons que la prochaine transition vers une nouvelle direction se passera réellement en douceur, que les pouvoirs et les entités en place s'y préparent. C'est pourquoi le Tchad rencontre maintenant Trump à Mar-a-Lago pour discuter de ce à quoi ressemblera l'avenir de l'Iran. Mais retenez votre souffle, car cela n'est toujours pas arrivé, et il peut s'écouler des mois et des mois avant que ce régime ne tombe réellement. Ce que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient est malheureusement un signe avant-coureur pour l'Occident. L'Iran, tout comme Israël, est une civilisation historique qui remonte à l'époque de la Bible, et sa reconstruction sera presque prophétique. Mais c'est un signe d'avertissement, de la même manière qu'Israël et les Juifs le sont pour l'Occident. Ce qui s'est passé en Iran est aussi un indicateur du plan en cours. Le peuple iranien aime Israël, reconnaissant un esprit commun et deux cultures ayant survécu à l'enfer, mais il refuse d'être écrasé. Il continue de se battre et de défendre ce en quoi il croit. Nous sommes maintenant à l'avant-garde du combat pour la civilisation occidentale. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une petite histoire que l'on peut mettre de côté. Ce que traverse l'Iran, ce pourquoi l'Iran se bat en ce moment, c'est ce pourquoi nous nous battons. Même si cela diffère de l'union des marxistes et islamistes pour infiltrer et combattre l'Occident, puis en menant à une révolution qui renverse un régime et l'impose au peuple iranien, être soumis à l'islamisation sous ses formes les plus terribles. C'est le plan pour nos sociétés occidentales. Israël ira bien, car il n'autorisera pas qu'une telle chose nous arrive. Nous avons trop souffert du terrorisme, mais au Royaume-Uni, en Amérique, partout où nous regardons, cela se produit lentement, lentement. Et l'Iran, ce sont les gens, et le peuple d'Iran est le sang qui appelle. Ce sont eux qui vous montrent ce qui pourrait réellement arriver. Et non, pas dans un État lointain comme l'Afghanistan, mais dans l'une des sociétés les plus riches et les plus modernisées à l'époque. C'est quelque chose auquel tout le monde doit prêter une attention très très particulière. Et c'est la raison pour laquelle les médias ne veulent pas partager leur histoire. Ce n'est pas commode pour eux. Ce ne sont pas de méchants sionistes, c'est en réalité une histoire très 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 effrayante de ce qui pourrait leur arriver. Et les médias sont complices. Ils sont complices de ne pas aider les Iraniens, ni de partager l'histoire et la vérité sur ce qui s'est passé. Ils sont complices de ne pas relier des régimes terroristes comme le Hamas à la République islamique. Et pour avoir permis aux idéologies marxistes de se répandre en Amérique, au Royaume-Uni et partout ailleurs, permettant ainsi à l'islamisation de devenir une norme. C'est un problème et ils ne veulent toujours pas l'admettre. Mais avec le temps, la vérité triomphera. Parce que les Iraniens vont gagner, ils vont résister, ils vont faire tomber cette république islamique, ce qui aura un impact sur tout le Moyen-Orient. Nous envisageons peut-être très bientôt un accord de paix avec l'Iran. Pensez à il y a un an, quand nous nous cachions dans nos abris, attendant la grande attaque, comme les choses changent. Mais rien ne changera si le peuple iranien ne sait pas que nous le soutenons, que nous observons tout ce qui se passe, que nous lui envoyons du soutien et que nous appelons haut et fort à un changement. Nous devons désormais comprendre ce qui leur est arrivé, en informer le monde et veiller à ce que cela ne se reproduise pas chez nous. Pour ma part, j'ai hâte du jour, j'espère très bientôt, où je pourrai monter dans un avion pour un Iran libre.
J'ai hâte de m'asseoir avec mes frères et sœurs iraniens et que nos deux civilisations, des civilisations historiques, prouvent au monde occidental qu'il existe une autre façon de lutter contre les régimes de terreur. Ce n'est pas en cachant la tête dans le sable, c'est en se montrant, en étant forte, en étant défiant, malgré le fait que le monde vous laisse tomber. Je suis Irakai, à bientôt.